Le ciel n'avait pas encore de nom. La terre avait encore une forme brute, irrégulière, sans contour fixe. Ce qui existait avant l'ordre était le chaos, non pas le désordre connu des hommes, mais l'absence totale de distinction entre ce qui serait la lumière et ce qui serait les ténèbres permanentes, entre ce qui monterait et ce qui coulerait pour toujours dans les profondeurs qui n'avaient pas encore de fond défini. Avant les dieux olympiques, avant les autels érigés en pierre calcaire et les oracles qui dicteraient le destin de royaumes entiers, avant les héros, les cités qui les célébreraient avec des statues et les poètes qui convertiraient leurs exploits en chants immortels, le monde appartenait aux Titans. Ils étaient 12, nés de Urano et Gaïa, le ciel et la terre dans leur forme la plus primitive et absolue, avant toute définition ultérieure. Océano, Queux, Cryo, Hyperion, Japeto, Thémis, Mnémosyne, Phébé, Thétis, Rhéia, Chronos. Leurs noms et leur généalogie ont été préservés par Hésiode dans la Théogonia, composée au 8e siècle avant l'ère commune, mais leur existence précédait tout registre humain par des ères qui ne pouvaient être comptées. Ils gouvernaient les saisons et leurs séquences immuables, les océans et leurs courants profonds, la mémoire sans laquelle aucune identité ne survit, le mouvement des astres qui organisait le temps avant que le temps n'ait un nom. Ils étaient la force brute, revêtue de conscience. Ils étaient le monde avant qu'ils ne sachent qu'il était le monde. Chronos gouvernait parmi eux avec la faux qu'il avait utilisée pour renverser son propre père. Urano avait été castré par lui. Le pouvoir arraché avec du métal forgé par la terre elle-même, qui avait placé l'arme dans la main du fils le plus ambitieux parmi tous ses descendants. Urano maintenait ses enfants prisonniers à l'intérieur de Gaïa, refusant de les laisser émerger dans le monde, une contention que la terre elle-même ne supportait pas. Gaïa convoqua ses enfants et demanda lequel d'entre eux agirait. Seul Chronos bougea. L'acte fonda une nouvelle ère. Chronos devint le souverain du cosmos. Les parties de Urano tombèrent dans la mer, et d'elle naquit Aphrodite, selon la tradition préservée, la beauté surgissant de l'acte de violence qui inaugura l'ordre des Titans. Mais la souveraineté a son prix, et ce prix arriva sous la forme de paroles. Gaïa et Urano lui-même, déjà détrônés et mutilés, lancèrent la prophétie avant de se retirer vers les plans du cosmos, où ils resteraient comme des forces de l'environnement et non plus comme des gouvernants actifs. La prophétie était claire. Un fils de Chronos le renverserait comme il avait renversé son père. La chaîne de la violence se répéterait avec précision. Le trône qui fut conquis par la force serait perdu par la même loi qui avait créé le conquérant. Chronos le sut avant qu'aucun fils ne naisse. Rhéia, sa sœur et épouse, donna naissance à 6 enfants à la suite, les 6 premiers-nés de l'ordre nouveau, ceux qui porteraient en eux le potentiel de chaque domaine que le cosmos avait généré. Chaque fois que l'accouchement se terminait, Chronos prenait l'enfant dans ses bras et l'avalait tout entier. Hestia, la première, Déméter, la deuxième, Héra, la troisième, Hadès, le quatrième, Poséidon, le 5e. 5 fois la même scène se répétait avec une régularité qui transformait la terreur en routine. Le nouveau-né disparaissant dans la gorge du père, emprisonné vivant à l'intérieur du souverain du cosmos lui-même. Il n'y avait pas de mort là. Il y avait une contention délibérée. Les enfants survivaient en lui suspendus dans une existence partielle, empêchés de grandir, d'agir, de prendre pleine forme dans le monde. C'était la même logique que Urano avait appliquée aux siens. Maintenir le potentiel dangereux confiné avant qu'il ne puisse se réaliser. Chronos avait renversé son père à cause de cette prison. À présent, il la répliquait avec une conscience parfaite. Rhéia supporta en silence jusqu'au 6e enfant. Quand Zeus était sur le point de naître, Rhéia consulta Gaïa et Urano, les forces les plus anciennes du cosmos, antérieures à eux tous. Elle reçut des instructions précises. Quand Zeus naquit, elle l'emmena en Créta. Sur l'île de Créta, dans la caverne du mont Ida, enregistrée par la tradition grecque comme le lieu de naissance et de dissimulation du dieu, la localisation étant également revendiquée par d'autres régions dans des versions alternatives de la tradition, mais Créta restant la référence la plus persistante, Rhéia remit l'enfant aux soins de Amalthéia et des nymphes locales. Le son de ses pleurs était couvert par le bruit des curettes, des guerriers qui frappaient boucliers et lances dans un rituel continu pour masquer tout signe de la présence du nourrisson. À la place du nouveau-né, Rhéia enveloppa une pierre dans des langes et la présenta à Chronos.
Il l'avala sans poser de questions. Il n'y avait pas de suspicion parce qu'il y avait un précédent. L'acte répété tant de fois avait créé une certitude qui éliminait l'attention nécessaire pour percevoir la substitution. Zeus grandit en secret, loin de la connaissance de son père. Il n'existe pas de registre précis de la durée de cette période de croissance cachée. Hésiode ne fournit pas de chronologie linéaire. Le temps mythologique n'obéit pas à la séquence que les mortels utiliseraient pour mesurer les années et les décennies. Ce que les sources préservent est le résultat. Zeus atteignit la maturité avec une force suffisante pour agir et avec la connaissance de ce qui devait être fait. Métis, la Tita associée à la sagesse pratique, à l'astuce calculée et à la capacité de trouver le chemin parmi des obstacles apparemment insurmontables, fut la première alliée de Zeus. L'action commença par du venin. Selon la tradition préservée, Métis fournit à Zeus un émétique, une substance qui forcerait Cronos à régurgiter ce qu'il avait avalé au fil des ans. Zeus s'approcha de son père. Comment exactement? Les registres ne le spécifient pas avec assez de précision pour reconstituer la rencontre, et la substance fut administrée au souverain des Titans. Cronos vomit. D'abord sortit la pierre qui avait remplacé Zeus. Ensuite, les frères emprisonnés, dans l'ordre inverse de celui où ils avaient été dévorés, Poséidon émergea, puis Hadès, puis Héra, puis Déméter, puis Hestia. 5 divinités emprisonnées pendant des années, des décennies, peut-être des ères sans comptage possible, libérées en un seul événement qui inversait brutalement le processus de leur emprisonnement. La pierre qui avait remplacé Zeus fut ensuite déposée à Delphos, où elle resta comme un objet sacré et un point de référence cosmologique. Les géographes et les voyageurs de l'Antiquité ont enregistré sa présence dans le sanctuaire. Les frères libérés étaient adultes au moment où ils sortirent du confinement. Il n'y avait pas d'enfance à récupérer, aucun souvenir de croissance graduelle, aucune expérience d'apprentissage progressif. Ils étaient des dieux complets avec un plein pouvoir, émergeant d'un emprisonnement qui avait duré au-delà de toute durée raisonnable. Zeus les réunit. L'alliance qui se forma n'était pas faite de simple gratitude. Elle était faite d'intérêts convergents et de pouvoirs complémentaires. Chacun des 6 enfants de Cronos avait un domaine spécifique. Ensemble, ils couvraient des dimensions du cosmos qu'aucun d'eux ne contrôlerait seul. Ce qui suivit serait une guerre. Mais avant la guerre, il y eut une décision stratégique qui déterminerait son résultat final, et cette décision exigea que Zeus descende dans les profondeurs les plus inaccessibles du cosmos. Dans les entrailles de la Terre, dans les profondeurs de Tartaro, la région la plus basse de la cosmologie grecque, décrite par Hésiode comme étant aussi éloignée du royaume des morts que le royaume des morts l'est de la surface habitée, étaient enfermés les Cyclopes et les Hécatoncheiros. Urano les y avait emprisonnés avant même d'être détrônés, terrorisés par la monstruosité et par le pouvoir extraordinaire de ses propres créations. Cronos, en assumant le pouvoir après avoir renversé son père, ne les libéra pas. Il les maintint confinés sous la garde de Campe, une entité des profondeurs qui accomplissait sa fonction de geôlière avec une fidélité qui ne dépendait pas de la compréhension. Les Cyclopes étaient 3, Brontès, Estérope et Arge. Tonnerre, éclair et éclat, des noms qui décrivaient non seulement leur identité, mais aussi leur spécialisation. Des forgerons d'une capacité surnaturelle, créateurs d'instruments qui dépassaient toute limite de ce que la matière commune pouvait produire. Ils étaient restés dans le Tartaro, alors que le cosmos au-dessus d'eux passait par des transformations dont ils ne pouvaient être témoins. Les Hécatoncheiros étaient 3 également, Coto, Briareux et Gygès, chacun avec 50 têtes et 100 bras. Leur force était d'un ordre qui n'avait d'équivalent dans aucune autre forme d'existence. Hésiode les décrit avec une clarté qui suggère que la tradition orale a préservé cette caractéristique comme un élément central et non négociable de leur nature. Ils étaient une force de la nature concentrée sous une forme vivante et consciente. Zeus descendit au Tartaro, Caeltua Campe. Une fois la gardienne éliminée, il ouvrit les fers qui retenèrent les prisonniers. Les Cyclopes, libérés après des ères de confinement dans les profondeurs, répondirent de manière immédiate. Ils forgèrent, pour les nouveaux alliés, les armes qui définirent et décidèrent la guerre, avant même qu'elle n'atteigne son point décisif. Pour Zeus, la foudre et le tonnerre, qui jusqu'alors avaient appartenu au cosmos en tant que force naturelle diffuse, et passèrent de sous le contrôle d'un seul être sous une forme concentrée
et dirigeable. Pour Poséidon, le trident, instrument de pouvoir sur les océans et la terre qui tremblaient sous les eaux. Pour Hadès, le casque qui conférait l'invisibilité au porteur, le faisant disparaître du champ perceptif de n'importe quel observateur. Les Hécatoncheiros sortirent du Tartaro et devinrent une partie de l'armée des Olympicos avec la même naturalité que celui qui avait attendu ce moment comme l'unique issue possible d'un confinement éternel. Avec ses armes et ses alliés, Zeus déclara la guerre ouverte. Le conflit qui s'initia fut connu sous le nom de Titanomachia, la guerre des titans contre les fils de Cronos. Ce n'était pas une bataille entre mortels avec des stratégies et des territoires mesurables, c'était un affrontement qui, selon les sources, dura 10 ans. 10 ans de combat à l'échelle cosmique, avec les Olympikos positionnés sur l'Olympo comme base d'opération et les titans regroupés sur le mont Othrys comme position défensive et point d'attaque. Les deux monts se regardaient comme des positions opposées à travers la plaine de la Thessalia. Le Olympo au nord de la Grèce, le Othrys au sud, des géographies réelles que la tradition grecque transforma en scène d'un conflit primordial. Hésiode décrit la guerre en termes physiques qui insistent sur l'échelle de l'événement. La mer bouillonnait sous la chaleur des impacts, la terre tremblait jusqu'à ses fondations, le ciel grinçait sous le poids des affrontements. Le langage est le seul disponible pour décrire ce qui n'avait aucun précédent dans aucune expérience antérieure. La majorité des titans se positionna aux côtés de Cronos, mais l'unanimité n'existait pas, même parmi les plus anciens. Prométhée et Épiméthée, fils du titan Japéto, choisirent les Olympicos. Les sources anciennes offrent des raisons distinctes pour ce choix. Eschylo, dans Prométhée à Coryntado, une pièce qui a survécu parmi les rares textes tragiques préservés par la transmission manuscrite médiévale, attribue à Prométhée le don de prophétie, qui lui aurait révélé le résultat inévitable de la guerre et rendu inutile la résistance aux côtés des titans. Indépendamment de la motivation spécifique enregistrée dans chaque source, le fait constant dans toutes les versions préservées est clair. Tous les titans ne luttèrent pas pour l'ordre ancien. La division existait. La guerre dura 10 ans, et durant la majeure partie de ce temps, aucun camp ne l'emportait avec une marge suffisante pour clore le conflit. Jusqu'à ce que les Hécatoncheiros entrent en pleine action. Lors de la 10e année de la Titanomachia, selon Hésiode dans la Théogonia, source primaire qui structure la cosmologie grecque dans sa forme la plus systématisée et préservée, l'équilibre des forces qui avaient maintenu la guerre dans une impasse pendant des années se rompit de manière définitive et irréversible. Les Hécatoncheiros prirent position. Avec 100 bras chacun, ils arrachèrent des pierres et des masses de terre de la surface en une quantité et à une vitesse qu'aucune formation conventionnelle de combat ne pourrait absorber ou auquel elle ne pourrait répondre. 300 bras actifs en même temps, projetant de la masse solide en vagues continues qui ne laissaient pas aux titans le temps de regrouper leurs lignes ou de trouver l'espace pour une réponse efficace. Les titans, bien qu'étant des forces primordiales de la création avec un pouvoir accumulé au fil des ères, ne parvenaient pas à maintenir leur cohésion face à ce volume d'impact simultané. L'échelle de la force était d'un ordre différent de la force individuelle, aussi grande que put être cette force individuelle. Zeus utilisa la foudre. Les sources décrivent le moment en termes qui indiquent une rupture totale de l'environnement naturel. La terre brûla sur toute son étendue, les forêts prirent feu, l'océan bouillit sur ses rivages, la chaleur atteignit l'éther, la couche supérieure de l'atmosphère dans le modèle cosmologique grec, le domaine le plus élevé de l'espace habité par les dieux. Hésiode compare l'événement au moment où le ciel et la terre se rencontrèrent pour la première fois sous leur forme primordiale, une collision de magnitude qui reformulait ce qui avait été établi comme la structure du monde. Les titans cédèrent. Il n'y a pas un seul moment de reddition solennellement enregistré. Ce que les sources préservent est le résultat structurel. Les titans furent défaits, capturés après la rupture de leur ligne et envoyés au Tartaro, le même endroit où les Cyclopes et les Hécatoncheiros avaient été confinés par Urano puis maintenus par Cronos. La symétrie de la structure était là avec toute sa charge de signification. L'instrument de l'ancienne prison devenait la destination exacte de ceux qui avaient maintenu et bénéficié de cette prison. Les Hécatoncheiros furent désignés comme gardiens permanents du Tartaro et des prisonniers qui l'habitaient désormais.
La fonction qui avait été celle de Camp passa aux créatures que la défaite de Camp avait libérées. Cronos fut jeté au Tartaro avec les autres titans qui avaient été combattus contre les Olympikos. La faux qui avait renversé Urano ne servit pas dans cette guerre, ou ne fut pas suffisante face aux armes forgées par les Cyclopes et à la force multipliée des Hécatoncheiros. Ce qu'il avait initié avec cette lame contre son propre père fut clos par la génération suivante, en utilisant des instruments forgés précisément par les entités qu'il avait maintenus emprisonnés pendant toute la durée de son règne. L'ironie de la structure était parfaite et visible. Atlas reçut un destin différent des autres titans défaits. Fils de Japéto, il avait combattu parmi les titans avec un rôle de meneur suffisamment marqué pour mériter une punition spécifique et individualisée. En guise de punition, enregistrée avec constance depuis Hésiodo et confirmée par Apollodoro dans la Bibliothéca, par Pindaro dans les Olympica et dans de multiples sources postérieures qui ont préservé la tradition de manière légèrement distincte, mais convergente sur l'élément central, Atlas fut condamné à soutenir le ciel sur ses épaules. Positionné aux confins occidentaux du monde connu, à la limite extrême de ce que la cartographie grecque parvenait à imaginer comme habité, il soulevait le poids du firmament dans une position permanente et immobile. La punition n'était pas le Tartaro, parce qu'elle était d'une autre nature et remplissait une autre fonction. Elle était visuelle, continue, fonctionnelle à l'intérieur de la structure du cosmos. Le poids du ciel n'écraserait pas Atlas, il le porterait pour toujours tant que le cosmos existerait. La punition était l'utilité obligatoire. Le vaincu devenait une pièce nécessaire au fonctionnement du monde qu'il avait vaincu. Avec les titans confinés et la guerre terminée dans sa forme principale, les trois fils de Cronos divisèrent le cosmos entre eux par le biais du tirage au sort que les sources décrivent comme la méthode de distribution juste et définitive. Zeus resta avec le ciel et le tonnerre, le domaine de l'air et de l'ordre supérieur, le pouvoir de foudroiement qui avait décidé de la guerre et qui continuerait à être l'instrument de son autorité sur les dieux et sur les mortels. L'Olympo devint son siège et le siège du conseil divin qui administrerait l'ordre nouveau. Poséidon resta avec la mer, les océans dans leur totalité, les profondeurs aquatiques inaccessibles à la plupart des êtres, les courants qui entouraient toutes les terres connues et les mondes au-delà d'elles. Son trident était l'instrument du pouvoir sur les eaux et sur la terre qui trembla sous ses coups lors des batailles de la Titanomachia. Hadès resta avec le monde souterrain, le royaume des morts, la région inférieure vers laquelle les âmes descendaient après la vie, le domaine que peu visiteraient et dont nul ne revenait sans une permission explicite. Son casque d'invisibilité ne serait pas nécessaire pour gouverner un royaume où la visibilité n'avait pas le même sens que dans le monde des vivants. La terre resta comme un patrimoine commun, administré conjointement, sans appartenir exclusivement à aucun des trois frères. Le Olympo devint le siège du pouvoir divin, pas seulement une montagne d'une altitude exceptionnelle dans le nord de la Grèce, mais le point de référence à partir duquel l'ordre nouveau serait administré et à partir duquel les dieux observeraient les mortels qui habitaient la terre partagée. Cette distribution établit la structure. Mais la structure ferait face à une menace que la victoire sur les titans n'avait pas éteinte et qui se révélerait comme peut-être le plus grand test après la Titanomachia. Gaïa, la terre, avait soutenu Zeus de manières essentielles durant la guerre. Elle avait fourni la connaissance et les instruments qui rendirent possible la libération des Cyclopes et des Hécatoncheiros. Sa sagesse cosmologique avait guidé les décisions stratégiques des Olympikos lors de moments critiques. Mais la relation entre Gaïa et les nouveaux souverains n'était pas faite d'une simple subordination ni d'une alliance sans condition. Elle était antérieure à eux tous. Elle était le substrat sur lequel tout existait et continuerait d'exister indépendamment de qui gouvernait dans les plans au-dessus d'elle. Sa logique n'était pas celle de la loyauté envers les générations qu'elle avait produites, elle était celle de la préservation d'une équité cosmologique que l'emprisonnement des titans dans le Tartaro violait d'une manière qu'elle n'accepterait pas sans réponse. Quand les titans furent emprisonnés, ses propres descendants confinés dans les profondeurs qu'elle ressentait dans ses entrailles comme une sensation constante, Gaïa agit. Des profondeurs primordiales, Gaïa engendra Typheux. Hésiodo le décrit dans la Théogonia comme la dernière et la plus formidable menace à la domination des dieux.
la créature qui arriva le plus près de défaire l'ordre olympique, avant même qu'il ne se consolide complètement. De ses épaules sortaient 100 têtes, avec des langues sombres, et des yeux qui lançaient du feu sous chaque sourcil. Ces voix, car Tifeu n'avait pas une voix singulière, alternaient entre des sons de différents types de créatures qui habitaient le monde, des plus puissantes aux plus communes. Hésiodo énumère cette variété avec une précision qui indique l'importance de l'élément pour la tradition orale qui a préservé le récit. Sa forme combinait un pouvoir sur les éléments dans des dimensions qui atteignaient les étoiles dans la direction ascendante et les profondeurs du Tartaro dans la direction descendante. Il était la matérialisation de la colère de Gaïa sous une forme qui pourrait combattre les dieux eux-mêmes sur leur propre plan d'existence. L'objectif de Tifeu était de reconquérir le pouvoir divin pour Gaïa et pour la lignée qui avait été emprisonnée. Tifeu avança contre l'Olympo. La réponse des dieux à l'approche de Tifeu est enregistrée chez Apollodoro et dans des fragments de la tradition poétique qui le précèdent. Devant la magnitude de la menace, les dieux s'enfuirent vers l'Égypto. La fuite n'est pas présentée comme de la lâcheté dans les sources, elle est présentée comme la reconnaissance d'une échelle de pouvoir qui dépassait ce que n'importe lequel d'entre eux pouvait affronter individuellement sans les circonstances spécifiques de la titanomachia. Seul Zeus resta pour affronter Tifeu directement. Le combat fut documenté dans de multiples versions qui diffèrent par les détails, mais convergent sur les éléments structurels principaux, indiquant une tradition orale robuste et persistante sur l'épisode que le registre écrit a capturé à différents moments de sa transmission. La version la plus préservée et cohérente narre que Tifeu réussit, à un moment déterminé du combat, à immobiliser Zeus de manière effective. Il arracha les tendons de Zeus, les fibres de force qui conféraient au dieu son pouvoir de mouvement et d'action, et les cacha dans une caverne en Cilicia, une région côtière du sud de l'Anatolia que les sources grecques identifient avec une précision géographique suffisante pour être localisable sur la carte du monde antique. Zeus resta temporairement handicapé, prisonnier dans la même caverne Cilicia, réduit à une existence sans la force qu'il avait définie. L'intervention qui renversa cette situation est enregistrée avec des variations. Hermès et Égipan, une entité hybride associée aux strates les plus anciennes de la tradition mythologique grecque, antérieure à la systématisation olympique, récupérèrent les tendons cachés et les rendirent à Zeus. Le processus de restitution restaura au dieu toute la capacité qui avait été supprimée. Zeus reprit le combat avec ses pouvoirs pleinement rétablis. Cette fois, le résultat fut différent et définitif. Avec la foudre fonctionnant à sa capacité totale, Zeus attaqua Tifeu avec une intensité que les sources décrivent comme équivalente en échelle à la titanomachia elle-même. L'affrontement final, selon la tradition que la géographie historique de la Sicilia a absorbée et transmise comme une partie de son identité locale, eut lieu en Sicilia. Zeus projeta le mont Etna sur Tifeu, emprisonnant l'entité sous la masse rocheuse et volcanique de la montagne, que les Grecs historiques connaissaient comme l'un des phénomènes géologiques les plus actifs et impressionnants de la Méditerranée. Les éruptions de l'Etna, observables et enregistrées depuis que les Grecs ont établi des colonies en Sicilia à partir du 8e siècle avant l'ère commune, furent expliquées par la tradition comme la respiration de Tifeu, encore vivant sous le poids de la montagne, ses spasmes et sa fureur contenue, se manifestant à la surface sous forme de feu et de fumée. La tradition lia la géologie à la cosmologie avec une précision qui servait ces deux besoins simultanément. Expliquer le phénomène volcanique observable et confirmer la victoire de Zeus sur la dernière grande menace pesant sur l'ordre olympique. Avec Tifeu emprisonné sous l'Etna, la domination olympique sur le cosmos fut établie de telle sorte qu'aucune force primordiale ne reviendrait la contester à une échelle équivalente. Mais les conséquences de la titanomachia ne se terminèrent pas avec l'emprisonnement des vaincus et la suppression des menaces subséquentes. L'ordre nouveau exigeait une structure interne, une distribution des fonctions, une définition des territoires sacrés et l'établissement des relations entre les dieux et les mortels qui habitèrent la terre qui était le patrimoine commun de tous. Zeus assuma la position d'arbitre et de souverain du conseil divin, non par une unanimité naturelle ou par absence de tension, mais parce que c'était lui qui avait libéré les alliés du Tartaro, qui avait fourni les armes grâce aux cyclopes libérés,
qui avait utilisé la foudre de manière décisive lors des moments qui déterminèrent le résultat de la guerre. Son autorité trouvait son fondement dans l'action concrète, pas seulement dans la lignée. Les sources préservent que Zeus distribua des honneurs et des domaines entre les dieux après la consolidation de la victoire, un processus que Hésiode décrit comme une partie essentielle de l'établissement de l'ordre nouveau. Chaque divinité reçut son domaine spécifique, ses sanctuaires, ses responsabilités à l'intérieur de la structure qui remplaçait celles des titans. Apollon reçut la prophétie et les domaines de la clarté et de la lumière solaire. Artémis reçut les domaines de la chasse et des frontières entre le monde civilisé et le monde sauvage. Athéna émergea armée et en pleine maturité, selon la tradition, de la tête même de Zeus, une naissance impossible que les sources enregistrent comme un fait cosmologique et non comme une métaphore. La mémoire des titans ne fut pas effacée par l'ordre nouveau. Elle fut contenue et redirigée. Les noms et les histoires survécurent parce que la cosmologie grecque avait besoin d'eux comme fondement, comme contraste avec ce qui avait été établi, comme avertissement sur ce qui arrivait quand le pouvoir était exercé sans limite et sans respect pour la génération suivante. Cronos resta dans le Tartaro selon Hésiode, mais dans des versions de la tradition que d'autres sources préservent, principalement les fragments des Olympica de Pindaro, poète du 5e siècle avant l'ère commune. Il fut éventuellement transféré aux Champs-Élysées, devenant le souverain des îles des Bienheureux, la destination finale des héros et de ceux qui méritaient une existence au-delà de l'ordinaire. Les sources ne sont pas unanimes sur ce point. La divergence, loin d'invalider la tradition, révèle la complexité de la transmission orale qui a précédé les registres écrits et les différentes couches d'élaboration que le mythe a accumulées au long de siècles d'usages rituels, poétiques et philosophiques. Ce qui reste constant dans toutes les sources, depuis Hésiode jusqu'aux mythographes tardifs comme Apollodore et Hygino, est le résultat structurel que la titanomachia a produit. L'ère des titans s'est terminée. L'ère des Olympikos a commencé. Cette transition ne fut ni progressive ni pacifique. Elle fut violente, totale et scellée par le feu de la foudre et par le poids de montagnes projetées sur des entités qui avaient représenté l'ordre le plus ancien du cosmos. La faux qui avait renversé Urano ne passa pas à Zeus. La foudre était une arme d'une nature fondamentalement différente, plus véloce, présente partout où la tempête pouvait atteindre, mais précisément contrôlée par la volonté de son porteur. La transition d'une ère à une autre avait été scellée par un feu électrique descendant du ciel dans une direction choisie, et non par la coupe calculée d'un instrument qui nécessitait une proximité physique et un mouvement délibéré pour fonctionner. L'ordre qui émergea de la titanomachia façonna le panthéon que les Grecs historiques connaîtraient, vénéreraient et enregistreraient pendant plus de 1000 ans. Les 12 Olympikos et leurs domaines complémentaires, les sanctuaires panhelléniques comme Delphos et Olympia, où la pierre qui avait remplacé Zeus était préservée et où les jeux réunissaient les cités grecques dans une trêve sacrée tous les 4 ans. Les festivals qui interrompèrent les guerres entre cités rivales durant les périodes établies. Tout descendait, directement ou indirectement, du moment où Zeus descendit au Tartaro, ouvrit les fers des Cyclopes et des Hécatoncheiros, et où les 300 bras des géants se levèrent contre l'ordre qui avait existé avant que n'importe quel mortel n'ait des yeux pour en témoigner. Gaïa continuait d'être sous tout cela. La Terre n'avait pas choisi de camp de manière permanente, ni avec une fidélité simple. Elle avait donné l'arme à Cronos pour renverser Urano. Elle avait caché Zeus pour le préserver de Cronos. Elle avait engendré Typheux pour contester l'ordre olympique. Elle était le substrat irréductible sur lequel chaque ordre nouveau se construisait et qui, éventuellement, fournissait les moyens pour chaque nouvelle rupture, chaque nouveau cycle de génération, de violence et de transformation. La titanomachia ne fut pas la fin de l'histoire. Elle fut l'établissement de la structure à l'intérieur de laquelle toutes les histoires suivantes des dieux, des héros et des mortels se produiraient. Sans elle, il n'y aurait pas de Prométhée enchaîné avec le foie dévoré quotidiennement par l'aigle, il n'y aurait pas de Héraclès avec ses 12 travaux définis par l'ordre olympique, il n'y aurait pas de Odysseux naviguant entre les domaines de Poséidon sur sa route impossible de retour. Le Olympo était établi dans son autorité. Le Tartaro était rempli de ceux qui avaient été défaits. Le ciel était distribué entre les fils que Cronos avait tenté d'emprisonner et qui avaient survécu pour le renverser. Le monde, finalement, avait un nom.
et ceux qui lui donnèrent ce nom savaient exactement ce qui avait été nécessaire pour qu'il puisse exister en tant que chose distincte du chaos qui précédait toute distinction. Le feu, la force, la trahison, la libération, 10 ans de guerre cosmique et la décision d'un